Déshabillons-les, demain à 23h45 sur Public Sénat. Bienvenue dans Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. Bonjour Mickaël. Bonjour Katia. Et cette semaine, fini les couacs en série sur les Roms, sur la fiscalité. L'exécutif reprend en main la communication du gouvernement. Conseil des ministres enregistré, demande d'autorisation avant de parler. L'Élysée et Matignon recadrent les ministres. Une semaine marquée aussi par la polémique sur les rythmes scolaires. Séance de questions très agitée à l'Assemblée. Colère des maires de droite comme de gauche. L'opposition dénonce une réforme injuste et mal financée. Le ministre Vincent Peillon est dans le collimateur. Et puis le plus de Parlement Hebdo, notre séquence politique-fiction. Cette semaine, plein feu sur les femmes au pouvoir, plongée dans l'univers de Borgen, la série danoise qui cartonne. Et puis la saison 2 des Hommes de l'ombre, actuellement en tournage. Dan Frank, scénariste de la série, nous rejoindra à la fin de cette émission. Et pour commenter toute cette actualité, Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Sénatrice UMP du Bas-Rhin, vice-présidente de la Commission des Finances. Vous avez été maire de Strasbourg, c'était en 2001, et vous êtes en piste, en tout cas pour cette prochaine élection municipale de mars prochain. Question très simple, si jamais Strasbourg retombait dans votre escarcelle, dans l'escarcelle de la droite, est-ce que vous diriez que l'UMP aura gagné les élections municipales ? Mon premier objectif, c'est de faire rayonner Strasbourg et d'épauler les habitants. Alors bien sûr, ce serait une victoire politique pour l'UMP. C'est une grande ville, c'est une capitale, l'autre capitale, la capitale européenne. Et puis Strasbourg, c'est aussi une mosaïque de quartiers avec des entrepreneurs, mais des personnes qui vivent en difficulté, nombreuses aussi, beaucoup de jeunes, une ville universitaire. Bref, c'est une mission passionnante que de coordonner une équipe au service des habitants. Rendez-vous dans 6 mois. En attendant, on déroule le film de la semaine. Et lundi, Fabienne Keller, on parle du dimanche. Qui peut ou pas travailler le dimanche? Le sujet ressurgit après les frondes des enseignes Castorama et Leroy Merlin qui ont ouvert illégalement. Le gouvernement s'empare du dossier pour le confier finalement à une mission chargée de réfléchir à un aménagement de la loi Radica. Ils ont tous répondu à la convocation. Les 4 ministres concernés réunis autour de Jean-Marc Ayrault, après la fronde des magasins de bricolage. 2 heures de huis clos plus tard, le communiqué de presse de Matignon tombe. Le Premier ministre y rappelle que le repos dominical est un principe essentiel à la fois de protection des salariés et de cohésion sociale. Cependant, le ministre demande des clarifications et s'en remet à Jean-Paul Bailly pour résoudre ce casse-tête juridique. La réglementation est complexe et chaque branche a ses spécificités. Par exemple, les commerces alimentaires peuvent ouvrir jusqu'à 13 heures. Les fleuristes, les jardineries, les bureaux de tabac et les magasins d'ameublement peuvent, eux, ouvrir toute la journée. Pour tous les autres, depuis 2009, la loi Maillet s'applique. Elle instaure des zones où l'ouverture des magasins le dimanche est autorisée. Ce sont les puces, les périmètres d'usage de consommation exceptionnels. Ce sont des zones de plus d'1 million d'habitants. On y compte aussi les zones touristiques. De plus, les maires peuvent accorder des autorisations exceptionnelles 5 fois par an. Les préfets, eux, peuvent octroyer des dérogations individuelles pour raisons économiques. Seulement, ces dérogations font souvent l'objet de recours en justice pour concurrence déloyale. Des incohérences que le gouvernement devrait régler sans heurter les syndicats, selon le Parti socialiste. C'est un sujet qui concerne le travail et sur toutes les questions liées au travail, la première chose, c'est les partenaires sociaux. Ça passe d'abord par la concertation. Les magasins qui bravent l'interdiction d'ouverture risquent une amende de 120 000 € par dimanche travaillé. Alors Fabienne Keller, comment ça se passe chez vous dans le Bas-Rhin? Est-ce qu'il y a des dérogations? Qui peut ou pas travailler le dimanche? Et est-ce que surtout c'est aussi la cacophonie? Alors effectivement, il y a un débat comme partout en France, même si nous avons des textes locaux qui complètent la réglementation nationale. Je crois qu'il faut être très pragmatique sur ce sujet. On vit aussi le dimanche, donc il y a une attente de services. Certains sont d'ailleurs depuis longtemps autorisés. Mais le rythme
Le rythme de vie partagé est important. Et un jour de repos commun, c'est des rencontres familiales, des matchs de sport, des enfants qui peuvent être suivis par les parents. On le conçoit, c'est un débat de société là. Sondage IFOP, 71% des Français prêts à travailler le dimanche, 69% pour l'ouverture des magasins. Alors qu'il s'était 52% il y a encore quelques mois. On voit que l'opinion est en train de changer là aussi. Oui, et puis qu'on est tous un peu... aussi l'effet de société. C'est-à-dire à la fois on est heureux de pouvoir retrouver nos amis parce qu'ils ont le même jour de repos que nous. Et puis, c'est bien confortable de pouvoir faire une course. Donc, toute la question, c'est d'autoriser le travail le dimanche, mais dans des proportions limitées et pour des services correspondant à un mieux vivre ensemble. Qu'est-ce que vous attendez de la mission d'information qui a été demandée à Jean-Paul Bailly par le gouvernement? Est-ce que vous lui demandez aujourd'hui de faire un choix très clair ou justement de faire du cas par cas? D'être très pragmatique. Par exemple, à Strasbourg, on a une grande zone touristique. C'est difficile le dimanche d'accepter que trop de commerces soient fermés. Il s'agit de les accueillir. Mais par ailleurs, banaliser le dimanche serait une catastrophe en termes de lien social et à nouveau de rythme dans la ville. Il ne faut pas être trop rigide, mais il faut des rythmes partagés. À cet égard, la comparaison européenne est intéressante parce que les pays ont adopté différents dispositifs. Je crois que c'est en Allemagne qu'il y a 10 dimanches qui peuvent être ouverts en fonction des situations locales. Alors, justement, mais en Allemagne, les syndicats n'usent pas forcément, comme ils le font en France, de leur pouvoir de blocage, d'opposition. Est-ce qu'à votre avis, il ne faut pas, sur ce type de sujet, des accords de branche? Probablement des accords de branche ou même des accords locaux en fonction des rythmes de vie locales. Comme ça peut être le cas chez vous à Strasbourg. Absolument, je pense qu'il faut être très terrain et reconnaître la dimension économique du commerce, mais pas ouvrir, pas désorganiser une vie sociale qui est quand même calée sur un jour de repos par semaine. Alors on va passer sur un autre sujet. Vous connaissez bien les centristes, Fabienne Keller? Absolument, et j'en suis. Et voilà, ils ont tenu leur journée parlementaire. Vous savez qu'il y a en ce moment un rapprochement entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo. Alors pour l'instant, la noce se passe pas trop mal. En tout cas, les termes du contrat, eux, sont plus difficiles à mettre en place. Les explications de François Goulin. Voilà une petite année que l'UDI a vu le jour. Alors cette journée parlementaire, c'est l'occasion de faire le bilan. Mais c'est surtout l'union avec le MoDem qui occupe tous les esprits. Si les deux B, Bayrou et Borloo, ont multiplié les préparatifs de fiançailles ces dernières semaines, le mariage n'est pas encore consommé. D'ailleurs, presque aucun parlementaire MoDem n'est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'alliance est engagée, elle n'est pas encore scellée. Il reste à l'inscrire dans le marbre, à rédiger un papier très clair sur nos engagements et notre positionnement. Donc aujourd'hui, il est logique que l'on soit dans un rassemblement des parlementaires de l'UDI. Mais sur le fond, tout le monde est d'accord, le centre doit s'unir face au gouvernement, quitte à en oublier les années de querelles passées. Le MoDem qui avait soutenu François Hollande considère que c'est pas possible, qu'ils ne sont pas au rendez-vous des réformes, et qu'ils sont maintenant dans l'opposition. Si c'est dans l'opposition, c'est pour construire un projet, c'est pas juste pour critiquer, j'imagine. Bon. Et donc, si c'est le cas, le différent que nous avions, ou la différence que nous avions, elle s'estompe. Même son de cloche du côté du MoDem, si les deux courants s'associent, personne n'a de visée hégémonique. Il y a une volonté de travailler ensemble. Alors quand on a une volonté de travailler ensemble, on ne cherche pas comme ça à prendre le dessus. On sait simplement qu'il faut se respecter les uns les autres, il faut respecter les identités des uns et des autres. On a des histoires séparées, on a, oui, des nuances. Et on a envie de surmonter cela et de faire en sorte que cette addition de différences fasse une force nouvelle. Le rapport de force a bien changé. En moins d'un an, l'UDI marque le tempo désormais au centre. Quand le MoDem compte une vingtaine de parlementaires, l'UDI en a 3 fois plus. Alors j'imagine que le sort des centristes vous intéresse. Donc est-ce que votre avis, ce mariage va fonctionner? Écoutez, voilà des personnes qui partagent des convictions communes, que je partage très largement également. Et pourtant, vous êtes à l'UMP, vous. Voilà, il y a des centristes nombreux à l'UMP, conduits par des personnalités comme Jean-Pierre Raffarin ou M. Leonetti. Il y a, même s'il est radical, il y a un socle commun. Et ce socle, c'est l'humanisme, c'est l'Europe, qui va être un sujet d'actualité du fait des élections. Oui. C'est aussi surtout une manière... les élections. Alors, disons que les élections mettent en lumière le besoin d'un projet européen. Et puis, c'est aussi une vision de la société. Moi, en charge à Strasbourg, j'ai très bien travaillé avec Jean-Louis Borloo sur la rénovation urbaine, la dignité retrouvée pour les habitants des quartiers fragiles. Très concrètement, est-ce que vous voyez François Bayrou faire une OPA sur l'UDI?
Je crois qu'ils se retrouvent, Jean-Louis Borloo et François Bayrou, ils se connaissent Sans bien. langue de bois, Fabienne Keller. Je crois que François Bayrou est revenu à un certain réalisme et voit bien que le gouvernement dont il a soutenu l'élection, il a soutenu François Hollande, est très désespérant pour la France et pour les Français. Est-ce que vous croyez vraiment à une recomposition du centre? Est-ce qu'il y a vraiment une place pour le centre quand on voit un Front National aussi fort, en tout cas, comme le prédisent les sondages, qu'il y a vraiment cette place-là? Alors pour ma part, je suis centriste au sein de l'UMP et j'ai fait le choix de faire vivre cette sensibilité au sein d'un mouvement fédérateur qui rassemble des personnes qui ont des sensibilités qui peuvent être un peu différentes. Il y a une force centriste qui est en train de s'organiser, elle a sa place, mais je m'en sens évidemment très proche. Alors Fabienne Keller, mardi, c'est une question de rythme à l'Assemblée. L'UMP en a fait son angle d'attaque avant les municipales. Le parti a diffusé un tract à 1 million d'exemplaires pour demander le report de la réforme Payon sur les rythmes scolaires, jugés injustes, mal préparés et mal financés. À l'Assemblée, Jean-François Copé a interpellé le ministre. Écoutez. Vous avez décidé cette réforme des rythmes scolaires en catimini, par décret. Les enfants, monsieur le ministre, nous en avons tous les témoignages. Les enfants sont épuisés par l'augmentation du temps scolaire. Ça ne peut pas être en augmentant les impôts locaux alors que vous avez matraqué les Français comme vous l'avez fait par des impôts d'État que vous trouverez la solution. Je vous demande donc de reporter cette réforme avant que la colère du peuple de France ne vous oblige à démissionner. La réforme que nous menons, y compris avec des élus de votre bord politique, elle est une grande réforme. S'il vous plaît, écoutez. Elle devrait permettre à chacun de se dépasser. Car nous savons en effet que lorsque l'école de la France marchera mieux, alors c'est l'ensemble du pays qui marchera mieux. Nous vous attendons à ce rendez-vous. On a compris que vous aviez un rendez-vous politique avec les municipales. Faites attention à ne pas enfourcher ce cheval. Vous risquez de tomber et la chute sera lourde. Alors hier, tout le monde semblait plutôt assez d'accord, notamment à l'UMP, avec cette réforme. Et aujourd'hui, tout le monde est contre. Pourquoi ce brusque changement de position? Ah, plutôt d'accord, ce n'est pas exact. Ah si, 2010, rapport parlementaire. Attendez. Michel Tabarot, UMP, qui dit oui, il faut changer. 4 jours et demi. La question du rythme de vie des enfants, du fait qu'ils ont peu de jours de classe par rapport aux 365 jours de l'année, est posée et un débat a été très largement ouvert par Luc Châtel. Le sujet aujourd'hui, c'est la solution qui a été imposée par Vincent Peillon. Les 4 jours et demi. Les 4 jours et demi, une réforme venue d'en haut, présentée assez tardivement et sans consulter les centaines de milliers de personnes dont il s'agit et qu'il faut accompagner. Je ne parle pas des enfants, là je suis sur les professionnels, les enseignants et l'ensemble des acteurs. C'est bien ça le problème, ce sont les maires. Acteurs du monde associatif qui doivent animer les séquences qui sont prévues pour l'ouverture, pour ce temps périscolaire, et puis les mairies qui sont priées de tout organiser. Tout ça a été fait dans la précipitation, sans aucune prise en compte de l'enfant. Au fond, le seul sujet ici, ça devrait être l'enfant, son rythme et ce qu'on lui propose en termes éducatifs. D'accord, même les chronobiologistes, les professeurs, tout le monde avait l'air de dire oui, il faut appliquer les 4 jours et demi. Donc pourquoi aujourd'hui l'UMP est vent debout sur cette position alors que vous l'aviez en 2010? Tout le monde était d'accord sur le fait que les enfants n'avaient pas un bon rythme, donc il fallait changer le rythme, mais pas n'importe comment. Mais comment alors justement? Quel serait le bon rythme pour cette réforme? Je ne veux pas prétendre être meilleur que les grands spécialistes, les chercheurs et les enseignants et les parents d'élèves impliqués. C'est toutes ces personnes, chaque fois autour de chaque école, qu'il s'agit de mobiliser pour réfléchir ensemble au bon rythme et aux bonnes activités. Et ça se décrète pas. Et puis il y a des problèmes d'argent. C'est un problème d'organisation ou de financement avant tout pour vous? C'est un problème de réalité de terrain et de vécu, c'est un problème très humain. Est-ce qu'on propose aux enfants plutôt des activités culturelles, des activités autour de l'environnement, du sport ou juste de la garderie? Ce qui semble être le cas dans certains endroits, recréant une inégalité que l'école républicaine a permis de préserver. Alors moi je suis, à titre personnel, un produit de l'école républicaine, donc donner à chaque enfant les mêmes chances, autant que faire se peut, c'est pour moi non négociable. Et cette réforme mal portée, mal engagée, qui n'a pas pris le temps de sa mise en œuvre, eh bien c'est prendre le risque de casser ce pacte républicain. On entend bien, Fabienne Keller, reste
que c'est un thème très porteur pour l'UMP, parce que là on parle de la famille, des enfants. Ça vous rappelle pas un peu le débat sur le mariage pour tous? Alors vous êtes en tactique et j'essaye de vous répondre autour de la question de l'enfant. Vous êtes une politicienne aussi, donc je vous réponds et je vous pose la question en tant que politicienne. Donc on voit bien que là, forcément, il y a un rapport avec les élections municipales. Vous ne pouvez pas le cacher. Bien sûr. Nous sommes dans le débat politique et le débat politique, il peut être fructueux. Nous avons 6 mois de débat à l'occasion des municipales. C'est le moment d'évoquer la prise en compte de l'enfant, puisque la prise en charge des écoles, c'est une très belle mission des mairies et que les maires, les 36 000 maires de France, s'y attellent avec beaucoup d'engagement et notamment dans les petites communes, tiennent beaucoup à leur école. Donc, réouvrir un débat sur la famille, oui, il est apparu au moment du débat mariage pour tous, mais il n'a pas été poursuivi. La famille, socle de la société, mais aussi remise en cause quand la moitié des enfants naissent en dehors du mariage. Donc, quelle nouvelle forme des familles, quel accompagnement on a déjà eu des ce débat, collectivités. on va avancer un petit peu, on va passer au mercredi, au jour du Conseil des ministres et François Hollande qui recadre ses ministres. Alors après les polémiques en série, visiblement, le président de la République a voulu taper du poing sur la table et faire preuve de fermeté. L'exécutif a même donné des consignes très claires pour contrôler la communication du ministre. Il faudra passer par Matignon. Les explications, Johan Rolla. Le ton semble bel et bien s'être durci au dernier Conseil des ministres. Après la polémique valse du flot de la semaine dernière, aucun commentaire des deux intéressés. Un recadrage ce matin, monsieur Valls? Tout va très bien, ne vous inquiétez pas. La porte-parole du gouvernement confirme pour sa part qu'il y a bel et bien été question de recadrage. Le président de la République a rappelé aux ministres les règles qu'ils doivent respecter, collégialité, solidarité, et que s'il subsiste une dissension entre ministres, eh bien, elle doit être arbitrée en interne par le président lui-même. Au prochain couac, aurait averti le chef de l'État, ce sera la porte. Le message audio aurait même été enregistré lors du Conseil des ministres, histoire de redresser la barre après une semaine marquée par des critiques sur le manque d'autorité de François Hollande. Confirmé dans son rôle de grand coordinateur de la parole gouvernementale, Jean-Marc Ayrault enfonce le clou. Tant mieux qu'il y ait des personnalités dans un gouvernement et qu'elles soient diverses. Mais un gouvernement, ce n'est pas une addition d'individualités. Après avoir à 2 reprises volé la vedette à Manuel Valls lors des questions au gouvernement. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Si le Premier ministre veut bien aujourd'hui vous laisser répondre. La parole est à monsieur le Premier ministre. Mais cette marque de fermeté est aussi un risque d'implosion. Alors que le Premier ministre laissait entendre que Manuel Valls regrettait ses propos sur les Roms, l'entourage du ministre de l'Intérieur démentait l'information hier soir. La nouvelle ligne gouvernementale s'appliquera-t-elle aussi aux proches des ministres? Une autre polémique agite déjà la toile. Un tweet de Xavier Cantat, compagnon de Cécile Duflot, justement consacré à cette question du recadrage. Fabienne Keller, qui recadrait dans cette histoire? Le Premier ministre chargé de tenir ses troupes ou les ministres? C'est l'image catastrophique d'un gouvernement qui gère des égos et pas de projet, pas de volonté de travailler en équipe. Quand je vois Christiane Taubira, Emmanuel Valls développer une polémique par médias interposés sur le sujet tellement essentiel pour nos concitoyens qu'est la sécurité, moi je dis c'est inadmissible. Ils ont chacun un domaine en charge, mais ils ont tout autant la responsabilité de travailler ensemble pour se coordonner. Les policiers et les acteurs du monde de la justice, c'est 2 piliers de la sécurité, de l'assurance, de l'application des lois pour tous les Français. Ils doivent se mettre d'accord. Et s'ils ont des débats, ils doivent être entre eux et en amont et pas devant les Français. Alors sur la méthode employée, la méthode de recadrage, est-ce que cette ligne de com est tenable? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi cornaquer, contrôler les conjoints qui envoient des tweets à l'instar on était sur le sujet de l'école avant, c'est le maître d'école. C'est grave qu'ils doivent en arriver là, à taper avec une règle sur le bout des doigts de chacun. C'est pas comme ça qu'on peut construire un projet pour la France. Il faut une vision partagée et que chacun déploie toute son énergie et toute sa compétence. Il y a la jurisprudence Delphine Batho. Ils sont tous paralysés dans leur action, là où l'État de la France, au contraire, imposerait d'avoir des personnalités fortes, volontaires et portant un bout d'un projet partagé. C'est peut-être ça le problème aussi, c'est qu'il y a peut-être trop de personnalités fortes dans ce gouvernement.
Il faut des personnalités fortes pour redresser la France, mais des personnalités fortes qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, rien ne peut s'organiser sans que plusieurs ministères travaillent ensemble. Aujourd'hui, ils sont incapables de le faire, c'est absolument dramatique. Et au passage, par différence, on voit que François Fillon a fait un formidable travail de coordination du gouvernement. Oh, il y a eu des couacs aussi. Et je dois dire qu'au niveau local, c'est la même réalité dans ma ville, comme Strasbourg. Aujourd'hui, M. Ries a beaucoup de mal avec ses adjoints. Eh bien, ça fait que la ville est moins puissante et arrive moins à agir concrètement au service des habitants. Et quelque part, les élus perdent un peu l'objectif de leur mission, qui est de servir, qui est de s'occuper des gens. Des élus qui agissent avec plus de transparence, en tout cas, c'est le mot d'ordre à l'Assemblée, au Palais Bourbon. Le mot d'ordre de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, a présenté le bilan d'un an de législature, des lobbies mieux encadrés et plus de contrôle sur l'utilisation de la fameuse réserve parlementaire. Écoutez le président de l'Assemblée. Il y a un an, je m'engageais à ce que le voile soit levé et l'arbitraire rompu en ce qui concerne la réserve parlementaire. Parole tenue. Nous avons changé la règle du jeu en faveur de plus d'équité. Dorénavant, un député de l'opposition dispose d'autant de crédits qu'un député de la majorité. De plus de transparence, l'Assemblée nationale publiera en fin d'année l'utilisation qui en a été faite par chaque député. Il y a un an, je m'engageais à réglementer l'activité des représentants d'intérêts à l'Assemblée nationale. Parole tenue. Le 27 février 2013, M. Christophe Sirugue, vice-président de l'Assemblée nationale, a remis un rapport sur le lobbying à l'Assemblée. Plusieurs des recommandations de ce rapport sont entrées en application hier. Est-ce que sur ces questions, Fabienne Keller, les lobbies, la réserve parlementaire, donc le contrôle finalement de l'exécutif, l'Assemblée aujourd'hui a un temps d'avance sur le Sénat ? Le Sénat est assez performant aussi. Mais des exemples peut-être sur le fond, moi je crois que vraiment les temps ont changé. L'exigence de nos concitoyens est forte. Et donc moi je suis favorable à la transparence. Donc le Sénat joue le jeu de la transparence lui aussi ? Écoutez, moi je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai publié l'ensemble des éléments de ma rémunération, mon patrimoine, l'utilisation de ma réserve parlementaire et l'utilisation des frais parlementaires sur mon site internet. Ça me semble, comment dire, une orientation peut-être que nous inspirent les Nordiques, hein, les Suédois, les Danois, et qui va dans le sens d'une confiance qu'il nous faut reconstruire avec nos concitoyens. Ils se méfient de tout ce qui est caché. Donc, au-delà des contrôles évoqués par le président de l'Assemblée nationale à l'instant, je pense que c'est la transparence. Dire les choses, dire ce qu'on fait. Il a dit aussi, il a beaucoup parlé des contrôles de la loi. Il va lancer plusieurs missions d'information, notamment pour voir où en est la loi aujourd'hui. Ça s'applique, c'est bien ce qu'il fait, c'est plutôt juste pour le rôle des parlementaires, alors que bientôt, évidemment, il n'y aura plus le non-cumul. Le Sénat le fait depuis très longtemps. Et à titre personnel, j'ai fait beaucoup de contrôles d'application de la loi. J'ai longtemps eu en charge le budget de l'environnement. J'ai fait des contrôles sur l'application des directives européennes. Et c'est passionnant. Et cela permet de relier le niveau. Le bilan, c'est quoi le bilan? C'est qu'on applique vraiment les lois ou pas? Eh bien, qu'on ne met pas toujours les moyens budgétaires nécessaires à différents niveaux, qu'il y a aussi des responsabilités partagées. Exemple, sur la qualité de l'eau, il faut travailler avec les syndicats locaux, intercommunaux, qui gèrent l'eau, comme avec les préfectures, avec le niveau national et appliquer les directives européennes. Donc il ne faut pas être dans le rejet de responsabilité, il faut être dans le travail ensemble. Est-ce que vous diriez que les lobbies aujourd'hui sont mieux encadrés, ces mêmes lobbies qui ont une influence forte sur la rédaction de certains articles, sur la rédaction de certaines lois? J'ai envie de vous dire qu'on n'est pas du tout dans un système à l'américaine aujourd'hui en France, donc les lobbies ne nous faisons pas trop peur. Le Parlement européen aussi. Voilà, moins loin que le Parlement européen, tout à fait, globalement que le monde anglo-saxon, mais néanmoins, même règle, la transparence, dire les choses. Si des personnes qui représentent un lobby pénètrent dans nos commissions, dans nos murs, faisons-le savoir pour que tout le monde en soit conscient. Jeudi, Fabienne Keller, la Constitution française fête ses 55 ans.
De nombreux ministres et ex-ministres de la Ve République étaient présents pour célébrer l'événement. François Hollande a aussi saisi l'occasion de cet anniversaire pour faire une annonce. Pas de révision constitutionnelle ni de 6e République, mais un appel à l'arbitrage du peuple. La révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d'initiative populaire. La loi organique permettant l'application de cette mesure n'a toujours pas été adoptée. J'ai demandé au gouvernement de soumettre un projet au Parlement avant la fin de l'année. Alors ce référendum d'initiative populaire, c'était donc une grande promesse de Nicolas Sarkozy. Finalement, c'est François Hollande qui annonce qu'il va la mettre en œuvre. Est-ce qu'il n'a pas fait marche arrière par peur de voir instaurer là un contre-pouvoir? Vous parlez de Sarkozy. Je parle de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai envie de faire la lecture à peu près inverse. C'est François Hollande qui chausse les pantoufles de Nicolas Sarkozy pour enfin prendre une mesure forte et symbolique. Il a tant de mal à en construire lui-même, sur l'emploi, sur des sujets de société. Ah, pour une fois qu'il y a une proposition de loi qui fait consensus. Ben oui, mais c'est celle de Sarko, c'est comme ça, c'est celle du précédent gouvernement et de la précédente majorité. Pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas en vigueur? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, techniquement, je n'ai pas la réponse. C'était une bonne chose. C'était une conviction forte du précédent président. Il souhaitait pouvoir donner la parole au peuple. Alors il faut s'assurer que les autres, le Parlement, ne sont pas dessaisis de leurs responsabilités. Il y a des règles précises quand même pour la mise en œuvre. Il faut trouver un bon équilibre, à l'image de ce qui existe au niveau européen aussi, où le Parlement peut être interpellé si 1 million au moins de citoyens européens l'exigent. Si jamais aujourd'hui il y avait un référendum, quelle serait pour vous en tout cas la question qu'il faudrait poser en priorité aux Français? Alors d'abord, question piège, il faut faire bon usage du référendum, puisque les Français ne répondent pas toujours à la question posée, comme on l'a vu sur le référendum européen de la Constitution ce dont on a parlé tout à l'heure, sur la famille. Moi, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la priorité soit de cliver, c'est-à-dire de séparer entre les Français qui diraient oui et qui diraient non à une question trop simplifiée. C'est l'état du référendum, c'est le but. Oui, mais moi qui vais beaucoup à la rencontre des Strasbourgeois, en l'occurrence, depuis de nombreux mois, j'ai plutôt envie de dire que les Français ont envie de dialogue, de débat sur les questions évoquées tout à l'heure, comme la famille, sur comment on pourrait redémarrer la France. Prenez un exemple Strasbourg. Si vous deviez faire un référendum demain, ça serait sur quoi? Écoutez, sur quelque chose, peut-être sur l'enfance, sur le vivre ensemble, sur l'éducation, sur ce qui fait ciment. Mais à nouveau, plus qu'un référendum avec une question hyper simplifiée, plutôt un vaste débat qui permet d'exprimer la richesse de ce que sont les engagements des Français et leurs convictions. Il faut plus de démocratie participative, plus de dialogue avec le terrain. Oui, et au-delà de la démocratie et du dialogue, de l'action. Moi, je ressens que si la France, comme ma ville, s'en sortiront, c'est grâce à des entrepreneurs qui agiront, des personnes qui s'engageront dans leur assos, dans leur école, dans leur structure. Le maître mot de votre campagne, c'est ce que vous essayez de mettre en œuvre pour votre campagne? Moi, je pense que c'est comme cela aussi que nous pourrons réconcilier la politique et les citoyens, en construisant des projets avec eux, en laissant à chacun sa liberté, mais en les épaulant. C'est ça l'action publique. Alors Fabienne Keller, vous êtes vice-présidente de la Commission des Finances. Vous avez vu et certainement passé le nombre évidemment très important de projets de loi sur la finance. Il y aura bientôt ce projet qui arrive en commission, en tout cas la semaine prochaine à l'Assemblée. Des élus UMP ont mené cette semaine une offensive. Ils ont présenté ce qu'on va appeler un contre-budget. Chloé Buffard, Charles Villeneuve. Baisser les dépenses plutôt qu'augmenter les impôts, c'est le principe sur lequel l'UMP dit s'appuyer pour bâtir son budget. Les députés de l'opposition voudraient annuler certaines hausses estimées à près de 5 milliards d'euros. Il y a celles qui massacrent un peu le pouvoir d'achat des ménages. Donc je pense par exemple au quotient familial qui est raboté d'année en année par le gouvernement. Et puis sur les entreprises, il y a des paradoxes complets, il y a une contradiction totale. D'un côté on dit qu'il faut la compétitivité, de l'autre on va augmenter les impôts des entreprises. Dans le viseur de l'opposition, notamment la création de la taxe sur l'excédent brut d'exploitation des entreprises. Pour financer ces baisses d'impôts, l'opposition veut réduire les dépenses. Elle propose de rétablir certaines réformes mises en place par le gouvernement de François Fillon, comme la révision générale des politiques publiques ou le jour de carence dans la fonction publique. Autre priorité pour l'UMP, réduire le nombre de fonctionnaires. Dans l'immédiat,
les économies les plus importantes sont à attendre de la masse salariale des fonctions publiques, en incluant dans cette masse salariale également les retraites. Là, c'est un enjeu de plusieurs centaines de milliards d'euros. L'UMP propose aussi de tailler dans les dépenses sociales, avec notamment l'attribution des aides au logement selon des critères sociaux pour les étudiants ou la restriction du nombre de bénéficiaires de la prime pour l'emploi. Et la valeur travail. Alors, ce sont ces questions sociales que j'ai envie de vous poser. La première question, parmi les pistes avancées par l'UMP, la prime pour l'emploi uniquement pour les plus modestes, c'est juste ? Alors, les dispositifs de compensation au chômage ou d'accompagnement du retour à l'emploi sont devenus très compliqués. Et l'idée de les regrouper pour les clarifier et pour clairement avoir un objectif simple, qui est de permettre une meilleure rémunération pour ceux qui travaillent, même si c'est à temps partiel, même si c'est un CDD, vont dans le bon sens. Pour vous, c'est juste ça. Ça va dans le bon sens. Là, l'important est dans le détail. L'idée, c'est de regrouper ces aides pour qu'elles aillent dans le sens de la prime à celui qui bosse. Oui. C'est un sujet absolument stratégique et il faut le savoir qui nous différencie fortement de l'Allemagne. C'est pas d'Astistana, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'aujourd'hui, une personne qui est aux minima sociaux et qui travaille peut se trouver, quand elle est à nouveau en difficulté, en situation de baisse de revenus, de baisse de couverture, notamment la CMU, la couverture santé. Et ça, c'est inadmissible. Il faut avoir une prime pour l'emploi qui aide vraiment ceux qui prennent le risque toujours sur le social. De retravailler. Exemple encore des propositions UMP, des critères nationaux pour les prestations handicap, uniquement des critères nationaux. Ça vous va, ça ? Alors, le handicap est un sujet très humain, là aussi, aux mains des départements. Il faut sûrement évaluer ce qui se passe dans les départements pour qu'il y ait une équité d'ensemble assurée sur le territoire national, mais je ne crois pas que ce soit des critères qui permettent... Donc vous êtes en désaccord avec une partie des propositions faites, notamment par Gilles Carrez ou Éric Woerth. Je propose d'avoir une appréciation plus locale, parce que les aides aux handicaps, à la personne handicapée, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, qui prend en compte l'état de la personne. Ce n'est pas quelque chose qui se prête aux critères, même s'ils sont nombreux. Sur la philosophie générale de ce contre-budget, est-ce qu'un projet de loi de finances comme ça, sans hausse d'impôts, c'est réaliste alors que... Est-ce que la France peut vraiment se le permettre alors que dans tous les pays d'Europe, on est obligé quand même d'augmenter les impôts? Alors, je trouve très courageux de la part de Gilles Carrez de faire ces propositions. C'est pas évident de faire des propositions d'économie. Je reconnais bien là son sens de la responsabilité et puis sa forte connaissance du budget de l'État. Par ailleurs, les impôts augmentent très très fortement, un seul chiffre, plus 12 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu, de 59 à 72 milliards entre 2012 et 2013. Et d'ailleurs, tous les Français s'en rendent compte, nous recevons tous en ce moment nos impôts à payer. Mais quel est le juste niveau, puisqu'il faut bien en même temps régler le problème de la dette astronomique française La dette est astronomique qui progresse et elle continue à progresser. Elle représente aujourd'hui 97% du PIB de la France. Donc les mesures que propose le gouvernement, pénalisent les Français, puisque la fiscalité va encore augmenter l'année prochaine. Sur l'impôt sur le revenu que je citais, on fait 5 milliards de plus. Donc ça va continuer à augmenter. Les impôts locaux augmentent dans de nombreuses villes, souvent socialistes. Donc je disais, le déficit ne recule pas. Donc toute la question, c'est de faire redémarrer la machine économique, parce que c'est celle qui produit des cotisations sociales, de l'impôt sur les sociétés, de l'emploi et du revenu pour des millions de Français. Alors Fabienne Keller, il y a quand même des sujets qui font consensus, puisque la majorité a apporté cette semaine ses voix à l'opposition. C'est un fait rare. Ça s'est passé à l'Assemblée. La gauche a voté pour la proposition de loi UMP qui vise à soutenir les petites librairies indépendantes. Le prix d'un livre acheté en ligne ne pourra plus être inférieur de 5%, toute réduction confondue. Message à destination du géant Amazon. Est-ce que pour vous, cette proposition de loi va vraiment dissuader des géants du livre en ligne comme Amazon de pratiquer cette concurrence? Je veux vous dire, je veux témoigner que des petites librairies dans les quartiers de Strasbourg apportent un plus en proximité,
pour les enfants, les jeunes du quartier, pour qu'ils puissent voilà, choisir facilement un ouvrage, en termes d'animation, parce qu'ils font venir quelqu'un qui dédicace un ouvrage. Donc, tout geste qui permet de tenter de préserver cette vision très, très européenne, hein, très française du commerce de proximité, de la vie intellectuelle, de l'animation à travers une activité économique, hein, qui est le commerce du libraire, va dans le bon sens. Est-ce que ça va empêcher le géant d'Internet et son rouleau compresseur ? C'est pas sûr, mais j'observe qu'aujourd'hui, nos concitoyens cherchent aussi le contact. Nous en avons tous marre de tapoter sur des machines pour chercher un ticket de transport, pour commander un billet de train, pour faire tous les actes de la vie, et qu'on recherche cette qualité de relation. Il faut bien pouvoir préserver ce modèle économique, cette rentabilité il y a aussi une de ces question activités. de prix, ou à un moment donné, parce que Amazon a répondu en disant que finalement c'est le consommateur qui va au final être pénalisé parce qu'il devra payer plus cher. Alors, le consommateur peut faire son choix, d'abord. Et puis, je crois que sur les sujets culturels et intellectuels, il faut veiller à préserver notre patrimoine, nos traditions, ce qui fait la richesse aussi, peut-être, de la France, ce qui fait que les touristes viennent nombreux par rapport à d'autres pays. Cet art de vivre, cette capacité à débattre, à réfléchir, c'est aussi grâce à la diffusion du livre, mais aussi des vidéos, mais aussi des séries télé. Justement. Absolument. Et des séries télé. Je fais la liaison. Vous avez peut-être vu, en tout cas, les deux séries un peu assez phares en ce moment sur nos télés et sur nos ordinateurs. Fabienne Keller, c'est notre plus de l'hebdo. Alors, quel est le rapport entre la série danoise Borgen, dont Arte diffuse la 3e saison, et la série française Les Hommes de l'Ombre? Tout simplement, les femmes en politique. C'est Simon Barbary qui nous explique tout ça. Quand les séries s'emparent du pouvoir, c'est sous les traits d'une femme qu'ils s'incarnent. À l'image de Borgen, le désormais incontournable feuilleton danois, la 3e et ultime saison de cette fiction politique est actuellement sur nos écrans. L'héroïne, Birgit Nyborg, ancienne première ministre du Danemark, prépare dans ce dernier volet son comeback en politique. Le personnage est une combattante avec des convictions, des vraies, mais n'est pas prête à tout pour les faire triompher. En tout cas, je ne foulerai pas au pied des principes fondamentaux, simplement pour laisser mon empreinte sur un accord économique tout à fait insignifiant, en méprisant les droits de l'homme qui sont pour le parti centriste l'axe principal de sa politique et une de ses priorités. Pas de cynisme, mais pas d'angélisme non plus dans cette description au cordeau de la démocratie moderne. L'action est ici réduite à son minimum et se concentre dans l'alternance des scènes intimes et publiques. Birgit, tu n'étais jamais là, tu bossais 24 heures sur 24, ça ne collait vraiment. Ça ne pouvait évidemment pas coller, Philippe. On venait de me nommer Premier ministre. Changement de décor et de style avec la série française Les Hommes de l'Ombre, sortie en début d'année. Cette fois-ci aussi, les femmes sont au cœur du pouvoir. Le personnage de Nathalie Baye sera même dans la course à l'élection présidentielle. Mais à la différence de Borgen, l'intrigue privilégie le terrain de la communication et a tendance à délaisser celui des idées. L'accent est mis sur ces hommes de l'ombre, ces conseillers qui entourent les dirigeants. Je vous présente Ludovic Desmeuses, qui organisera toute la communication de la campagne électorale. C'est officiel, vous vous présentez? Alors qu'en France, moins de 30% de femmes sont représentées au Parlement, c'est à se demander si la fiction n'a pas, une fois encore, un temps d'avance sur la réalité. Et nous accueillons dans Parlement Hebdo Dan Franck. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez beaucoup écrit, œuvres littéraires, vous écrivez pour le cinéma, pour la télévision. Actuellement, Les Hommes de l'Ombre, la saison 2 est en tournage. Il y a eu un gros succès pour la saison 1. Une question simple, pourquoi ce choix des femmes dans votre feuilleton? Pourquoi avoir choisi une femme? D'abord, je rectifie une petite chose. Je suis un des créateurs de la série et le créateur des personnages, mais je n'ai pas travaillé sur la 2e saison. Voilà, donc c'est... Vous nous expliquer la première, en tout cas. Donc on va parler uniquement de la première. Si vous voulez bien. On m'a souvent posé la question de savoir pourquoi une femme. Je dois dire que je ne me la suis pas posée à moi-même. C'est venu naturellement. C'est venu absolument naturellement. Voilà, il n'y a pas de raison particulière, sinon un sens de la démocratie qui fait que pourquoi pas une femme, pourquoi pas. Et je suis toujours très étonné qu'on me pose cette question d'ailleurs. Ça veut bien dire. Peut-être que ça accroche un petit peu plus aux téléspectateurs aussi. Oh, non, franchement non. Non. Non, mais c'est étonnant qu'on me pose cette question. Ça veut dire que c'est pas du tout entré dans les mœurs. Absolument.
Dans les deux cas, en tout cas, la femme politique, vous dites, en tout cas, c'est ce qu'on laisse imaginer, c'est que ce soit dans Borgen ou les femmes de l'ombre, les hommes de l'ombre, pardon, elles sont propres, intègres, presque idéalistes. C'est ça aussi, Fabienne Keller, qui fait le succès de ces séries? Écoutez, je crois qu'elles ont touché simplement les Français, et pour moi c'est aussi quelque chose de très beau, hein. Après, essayer de l'expliquer, il faut faire attention, les femmes sont diverses, hein, donc il ne faut pas attribuer des qualités définitives, mais je dois dire que moi je m'identifie bien à ces deux séries, enfin par des bribes, hein, j'ai pas cette prétention. Présidente de la République. Non, j'ai pas cette prétention, moi j'aime bien le terrain, le local, j'aime bien ma ville, mais voilà des éléments comme ceux relatifs à la vie très personnelle, qui de temps en temps télescope sa vie d'élu et ses choix d'élu. C'est quelque chose que nous vivons, et voilà, le voir en film quelque part, c'est quelque chose de très fort. Le rôle de Nathalie Baye, je l'ai écrit comme ça, c'est-à-dire je me suis dit qu'elle était plutôt assez novice en matière de politique, bien qu'ayant déjà une carrière politique, mais enfin elle n'a pas eu des postes fondamentaux comme ça. D'ailleurs, on n'a pas pensé à elle au départ pour l'élection présidentielle, mais ce sont ses qualités humaines, hors appareil surtout. C'est-à-dire les appareils, c'est quand même quelque chose de terrible. Tout à l'heure, pardonnez-moi, mais je vous écoutais. Je vous le confirme. Et franchement, par exemple, je me demandais comment est-ce que vous pouviez défendre aujourd'hui une loi sur les 4 jours et demi, alors qu'en fait, tous les chronobiologistes, tout le monde dans l'éducation considère que c'est une erreur. Tout le monde considère que c'est une erreur. Et je me dis, comment est-ce que, alors qu'à l'époque, il y avait un consensus pour dire qu'il fallait penser d'abord à l'enfant. Oui. Et je me dis, aujourd'hui, on est dans un système politique tel qu'on est dans une cour de récréation, c'est-à-dire, la cour de récréation, vous êtes peut-être d'accord là-dessus, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, mais je pense que un peu tout ce système parfois politique. C'est des postures, là où on devrait effectivement parler de l'enfant et de la recherche du rythme. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de postures parfois dans le cheminement politique, et que ce que moi j'ai voulu montrer dans Les Hommes de l'ombre, c'est justement un personnage qui était hors de ça, et qui était beaucoup plus libre. Mais évidemment, il y a tout ce qui se passe autour, et on voit le rôle des communicants et de tous ceux qui gravitent autour du personnage politique central. Ça arrive, ça aussi, Fabienne Keller, vous l'avez certainement constaté. Mais on peut rester très humain, mais on est quand même dans un système qui a ses règles et sa dureté. En tout cas. Donc si on veut aussi pouvoir avancer, il faut le comprendre, mais pas forcément s'y plier. C'est tout le défi. En tout cas, le règne des communicants a changé complètement le paysage politique. C'est-à-dire qu'avant, naguère, vous aviez des hommes, des politiques qui étaient peut-être entourés de personnages qui s'occupaient de leur image, mais c'était souvent des militants politiques. Quand vous... Pardon. Je vous laisse finir. La communication a tout changé. C'est-à-dire que maintenant, on gouverne beaucoup au sondage, à ce qui plaît, à ce qui plaît pas. Regardez par exemple la polémique Duflot-Valls, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on la juge en fonction des sondages, et non pas de la réalité ou de la profondeur du sujet. Et c'est pourquoi je suis en fait, en vérité, assez critique à l'égard des communicants en politique. Ben voilà de quoi peut-être faire encore une nouvelle série, hein, peut-être pas sur Les Hommes de l'ombre, mais peut-être une prochaine, sur le terrain et sur le local. On n'arrive pas au terme de cette émission très courte. La communication, elle n'est pas seulement descendante. Grâce aux réseaux sociaux, elle peut permettre aussi une expression plus directe, et si elle touche, elle fait écho, comme votre film fait écho. Mendes France n'avait pas de communicant autour de lui, quoi. Et c'était un homme de conviction. Le général de Gaulle non plus, d'ailleurs, pour prendre 2 exemples. Je vais peut-être dire que je fais un rêve, c'est d'arriver à réconcilier un peu sur le terrain les Français et la politique. Et la fiction peut donner une autre image de la vie politique. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite de programme. À la semaine prochaine.